Donc, je vous remercie pour votre présence. La GMQ vous remercie pour votre présence. Avant de débuter, des choses à manger en arrière, de l'eau, du café, si vous avez besoin. Donc, notre première conférence a pour titre le Jacquard-Notator, un annotateur d'images propulsé par Jacques Artaud pour ses modèles d'intelligence artificielle. Cette conférence sera présentée par M. Loïc Messal de Jacques Artaud. Voici un résumé de notre conférencier. Après avoir obtenu une maîtrise en géodata sciences en France, Loïc Messal rejoint Jacques Artaud 3D en tant que développeur géomaticien. Passionné par l'informatique, il accélère le traitement des données 2D, 3D de cette start-up prometteuse et contribue à l'écosystème québécois autour du géospatial. Petit rappel, fermez vos téléphones cellulaires, vos sonneries pour le bien-être de la conférence. La conférence dure autour de 20 minutes, une période de questions de 5 minutes à la fin. Et après, vous avez le droit de rester ou d'aller dans une autre salle. Donc, je laisse la parole à M. Messal pour le début. Petite séance photo. Bonjour à tous, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de Jacques Artaud et du Jacquard-Notator, notre outil d'annotation d'images pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle. Je vais juste rapprocher le micro pour être un peu plus proche de l'ordinateur. Excellent. Cette présentation est divisée en 5 parties. Le contexte illustrera ce qu'on produit chez Jacques Artaud. On se demandera alors comment valoriser nos données, puis cela nous permettra de définir un des challenges que l'on cherche à résoudre chez Jacques Artaud. Ensuite, nous illustrerons une portion du domaine de la vision par ordinateur pour comprendre pourquoi nous avons eu besoin de créer le Jacquard-Notator. Et enfin, on poursuivra par quelques diapositives pour amener une discussion autour de cet outil et des technologies que je vais vous présenter dans la présentation. Je propose de commencer par me présenter avant de présenter Jacques Artaud et de voir ce que nous faisons. Donc, je suis Loïc Messal, j'ai 23 ans, j'ai une maîtrise en géomatique que j'ai obtenue l'année dernière en France. Je suis arrivé au Québec il y a 11 mois et je travaille pour Jacques Artaud en tant que développeur depuis 10 mois. Jacques Artaud, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up montréalaise qui cartographie les villes en 3 dimensions afin de créer des outils des doubles numériques en haute résolution. Avec nos données, on participe au développement des villes intelligentes et on aide à la mise en place des voitures autonomes. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a des unités de captation qui se déplacent dans le réseau urbain et qui collectent avec différents capteurs les données nécessaires pour reconstruire vos villes en 3 dimensions. On essaie d'optimiser au mieux le parcours du véhicule afin d'assurer une visite régulière de chacune des routes de la ville. Si l'on regarde un peu plus en détail le véhicule, on aperçoit des capteurs de position et d'orientation, notamment une centrale inertielle de très grande précision et une antenne GNSS sur le haut du mât. On a aussi des capteurs de données qui sont des caméras 4K et des lidars qui sont des capteurs 3D. Le rôle des capteurs de position et d'orientation est crucial puisque ce sont ces capteurs-là qui vont permettre de géoréférencer les données issues des autres capteurs. La dernière version du camion est équipée de 2 laser scanners et les 5 caméras qui sont donc dans la coiffe, il y en a 3 d'entre elles qui ont des lentilles fisheye qui nous permettent de voir sur un très grand angle de vue. Et les 2 autres qui sont plus situés à l'avant du camion, qui permettent qui sont zoomés et qui permettent de mieux voir les détails sur les panneaux de signalisation. On arrive à lire les écritures sur les panneaux de stationnement, par exemple. Finalement, lorsque le camion a terminé sa mission et que les données arrivent au bureau, on vient calculer la trajectoire dont on se sert pour géoréférencer les images et les nuages de points. Les images sont extraites des vidéos des 3 caméras fisheye et on vient les assembler pour générer une image panoramique
qui nous permettent de voir à 360 degrés autour du véhicule. De la même façon, on vient appliquer la trajectoire aux données issues des scanners pour les transformer en nuages de points 3D. Comme on peut le voir sur cette animation, le nuage de points est vraiment très dense. On illustre bien la modélisation de la ville numérisée. Cette densité nous permet de facilement prendre des mesures sur ce nuage de points entre deux points, puisque chacun de ces points possède une coordonnée 3D. Enfin, pour faciliter la manipulation et l'utilisation de toutes ces données, on vient les rendre accessibles dans ce qu'on appelle le Jackartons, notre plateforme de visualisation. Jackartons, c'est notre moyen de naviguer entre les images panoramiques. Et à la différence d'une autre plateforme bien connue, on est capable d'afficher le nuage de points par superposition. À partir de là, on va pouvoir prendre des mesures de distance, comme par exemple pour cet accès au garage, ou récupérer des coordonnées 3D de n'importe quel point que l'on souhaite, comme cette borne fontaine. Pardon. Pour plus de détails sur le Jackartons, je vous invite à venir en discuter avec mes collègues au kiosque de Jakarto. Maintenant, on va pousser un peu plus loin ce qu'on est capable de faire avec nos données, afin de les valoriser davantage. Imaginez si on était capable d'avoir un inventaire automatisé de l'environnement urbain, de sauvegarder la position de tous les arbres, de tous les lampadaires, de toutes les bornes fontaines. Tout ça dans vos bases de données. Et ça, automatiquement. L'automatisation permettrait de mettre à jour ces bases de données à chaque repassage du camion de Jakarto. Alors, comment peut-on s'y prendre? Bien, à gauche, je vous ai mis une illustration des caméras, avec notre borne fontaine, et à droite, la même zone extraite du nuage de points. Si je suis capable de détecter ma borne fontaine dans l'image, je suis capable de venir la projeter dans le nuage de points, comme on a pu le voir avec le Jackartons. À partir de là, il est très facile de récupérer une coordonnée de cet objet-là pour venir peupler ma base de données. Finalement, cela revient à remplacer le problème de l'inventaire automatisé par un problème de reconnaissance d'objets dans une image. Et là, la vision par ordinateur peut nous aider. Pourquoi? Parce que la vision par ordinateur, c'est le domaine des sciences informatiques qui cherche à extraire de l'information à partir d'une image. Alors, pour nous, on veut reconnaître un objet dans une image. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître un objet? Ben, je vais vous présenter quelques définitions pour qu'on puisse avoir un cadre de travail. Et ensuite, je vais vous présenter l'état de l'art de ce domaine-là pour qu'on voit ce qu'on peut en faire et pour expliquer pourquoi on a eu besoin de créer le Jack Annotator. Il faut voir le domaine de la vision par ordinateur comme une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir sélectionner des outils qui vont être spécifiques pour une tâche. Si on comprend chacune de ces tâches-là, on est capable de sélectionner le meilleur outil, ou en tout cas l'outil le plus approprié pour résoudre notre problème. On va donc définir chacune de ces tâches. Et on va commencer par la classification. La classification, à droite, je vous ai mis toujours la même image de la borne fontaine. Ben, c'est la capacité d'assigner un label à cette image-là. Et donc de connaître principalement qu'est-ce qu'on voit sur cette image. Et en fait, si on applique un algorithme de classification sur cette image-là, ben on va trouver un arbre. La classification avec la localisation, c'est une extension de la classification, mais on va récupérer une boîte englobante autour de l'objet d'intérêt, autour de la classe qu'on étudie. Donc on récupère 3 boîtes englobantes pour les arbres. La détection d'objets, quant à elle, c'est de la classification avec la localisation, mais cette fois-ci pour plusieurs classes. Ou en tout cas, on rend la détection d'objets indépendamment de la classe, puisqu'on veut détecter que les objets présents dans cette image. On peut bien sûr appliquer un algorithme de classification par-dessus pour dire à cette boîte-là quelle classe correspond, à quelle classe ça correspond. La segmentation sémantique,
c'est l'idée d'associer une classe à chacun des pixels de l'image. Malheureusement, avec cette technique-là, on n'est pas capable de discerner deux objets qui sont d'une même classe et qui vont se chevaucher. Un exemple d'application de ce domaine-là, c'est la génération des cartes d'occupation des sols à partir d'images satellites. Et enfin, on va parler de segmentation d'instances. Lorsque on rassemble la classification, la détection d'objets et la segmentation sémantique, c'est-à-dire qu'on va être capable de détecter toutes les instances de différents objets et d'identifier les pixels qui correspondent à ces objets-là. Et donc, c'est exactement le problème qu'on cherche à résoudre chez Jakarto. Et globalement, toutes ces tâches, elles sont considérées comme résolues numériquement depuis bien avant que je sois né. Mais une branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle les réseaux de neurones profonds a profondément remué ce domaine en 2012, où pour la première fois, cette technique obtenait de meilleurs résultats que tous les algorithmes qui existaient et qui sont plus traditionnels. Cela est en partie dû à une augmentation de la puissance de calcul, à une augmentation de la quantité de données disponibles, et bien sûr d'un certain nombre d'années de recherche sur ces sujets. Pour mieux comprendre encore, je vais vous donner une illustration très grossière du fonctionnement des réseaux de neurones. Et on va considérer deux ensembles de données. Un ensemble contenant des données brutes, un autre ensemble contenant des données annotées, c'est-à-dire des données dont on connaît déjà le résultat final. L'idée des réseaux de neurones profonds, c'est de proposer un algorithme qui va chercher automatiquement la correspondance entre le jeu de données brutes et le jeu de données annotées. L'apprentissage se fait par itération. Au début, l'algorithme propose un modèle qui est relativement aléatoire, puis plus il croise les données, plus il va venir corriger le modèle et l'ajuster jusqu'à ce qu'il soit capable de résoudre la tâche en question. À partir de là, on récupère un modèle que l'on peut venir appliquer sur des données brutes, celles issues du camion, pour obtenir le résultat souhaité. Donc dans notre cas, ça va être de la segmentation d'instances. C'est donc en 2012 qu'un algorithme de ce type a surpassé les performances des meilleurs algorithmes de classification à l'époque. Cela a donc relancé la recherche dans l'étude des réseaux de neurones profonds. Et donc, en 2013, on voit l'apparition qu'un algorithme sous forme de réseau de neurones profonds a battu les performances de classification avec localisation. En 2014, celui de la détection d'objets. En 2016 seulement, celui de la segmentation sémantique. Et on a de la chance parce qu'en 2018, on a eu l'algorithme de segmentation d'instances qui a obtenu de très bonnes performances. Et donc, c'est très intéressant pour nous chez Jakarto. L'algorithme en question, il s'appelle MaskRCNN. Il a été proposé par le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook. Et le code a été rendu public en 2018. L'équipe de recherche, elle a entraîné leur algorithme sur la base de données Coco, qui est une grosse base de données d'annotation qui comporte plus de 330 000 images avec 1,5 million d'annotations réparties dans 81 classes. Cette base de données, vu sa taille, elle est très utilisée pour comparer des algorithmes de vision par ordinateur, notamment ceux de détection d'objets et ceux de segmentation sémantique et de segmentation d'instances. Les modèles issus de l'entraînement sur la base Coco, générés par Facebook, sont disponibles. Et donc, comme on peut le voir sur cette image-là, si on prend n'importe quelle image et qu'on lui applique le modèle de segmentation d'instance, ben on peut dire quand même que la machine est capable de reconnaître des objets et de bien les reconnaître. Alors on s'est dit pourquoi pas l'utiliser directement sur notre bande fontaine. Et si on vient appliquer le modèle préentraîné, ben, on voit qu'il détecte que c'est une bande fontaine et qu'il la détecte très très bien. Par contre, si l'on prête attention aux classes de Coco qui sont symbolisées ici, il n'y en a que 5 qui se rapportent réellement à de l'environnement urbain. Et elles sont donc directement utilisables chez nous pour Jakarto. Enfin, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Et on ne pouvait pas se limiter à réduire l'environnement urbain à 5 classes. Et c'est là qu'intervient le Jakarnotator. Parce que si l'on revient sur notre illustration qui explique grossièrement les réseaux de neurones,
On vient de montrer qu'on avait un algorithme de reconnaissance d'objets très puissant. On a bien évidemment les données réelles issues du camion. Et donc ce qui nous manquait, c'était finalement les données d'entraînement qui sont spécifiques à l'environnement urbain. Et donc nous n'avons pas trouvé d'outil pour annoter nos images, alors on l'a créé. Et c'est pour ça que je vous présente le Jacquard Notator. Le Jacquard Notator, c'est un outil qu'on installe très facilement sur Internet. Enfin, c'est un serveur web qu'on peut installer chez nous ou qui est disponible sur Internet. Sur la droite du Jacquard Notator, on y trouve toutes les classes qu'on a listées et qu'on souhaite référencer. Il suffit de sélectionner une classe, puis d'aller annoter les images en détourant les objets qui correspondent. L'opération est vraiment très simple. Les géomaticiens dans cette salle, qui publient des cartes interactives sur Internet, remarqueront une utilisation détournée de leaflet. Pour mettre en place le Jacquard Notator, il suffit de lister les classes que l'on souhaite détecter et de mettre les images dans un répertoire spécifique. Avec le Jacquard Notator, on est donc capable de créer n'importe quelle base de données pour la segmentation d'instances. Il n'est pas limité à l'utilisation que Jacquard en fait, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on le présente aujourd'hui. Nous sommes donc capables d'annoter n'importe quel objet, ceux qui ont une forme simple, bien entendu, mais également ceux qui ont une forme un peu plus complexe. On va voir un passage piéton sur la gauche de l'image, et il serait complètement idiot d'annoter chacun des rectangles du passage piéton comme étant un passage piéton à chaque rectangle. C'est pourquoi le Jacquard Notator nous propose et nous offre la possibilité de créer un groupe de polygones qui nous permet donc d'unifier le passage piéton. En effet, ce groupe de polygones va indiquer à la machine qu'il s'agit d'un même et unique objet. Comme on peut le voir, on va pouvoir le déplacer dans son ensemble. Voilà. À la différence d'un objet un peu plus simple dans sa forme. Cette propriété est très intéressante pour la signalisation des objets complexes, comme les passages piétons, ou la signalisation au sol des pistes cyclables, par exemple. On va voir aussi qu'il est possible d'annoter un objet grossièrement, puis de venir affiner la notation pendant le détourage de l'objet. Par exemple, ici, pour ce lampadaire, on a fait une structure grossière qui soutient le lampadaire, et on peut venir ajuster facilement jusqu'à obtenir des résultats qui nous satisfont. Enfin, quand une session d'annotation est terminée, on est capable de venir exporter toutes nos annotations dans le même format que celui de la base Coco. Et ça, c'est une propriété très intéressante pour le Jacquard Notator. Parce que maintenant, on a tous les ingrédients pour réaliser un entraînement. Et on va vérifier donc qu'il est possible d'apprendre quelque chose à partir des données du Jacquard Notator. Comme on est compatible avec la base avec le format de la base de données Coco, on a pu intégrer facilement nos données avec l'algorithme de Facebook. Alors on ne s'est pas privé pour le faire. Et ici, je vous illustre la valeur quantifiée de l'erreur que fait notre modèle au fur et à mesure qu'il apprend. Ce qu'on voit finalement, c'est quand on parle d'erreur, c'est quand on compare les résultats en sortie du modèle à ceux des résultats attendus qui sont les données du Jacquard Notator. Donc il y a un moyen de le calculer, puis on voit que la courbe décroît et donc que le modèle s'améliore au fur et à mesure. En tout cas, il fait de moins en moins d'erreurs au fur et à mesure qu'il rencontre de nouvelles données. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça? C'est que le modèle, il semble apprendre quelque chose. On a donc voulu vérifier notre observation en appliquant les sauvegardes du modèle sur la même image. Durant les premières itérations, aucun objet n'était détecté par notre modèle. On était un peu déçus, mais la courbe quand même nous disait qu'il semblait apprendre quelque chose, alors on lui a laissé un peu plus de temps. Et là, surprise, à partir de 10 000 itérations, notre modèle commence à sortir ses premiers masques et détecte
les premiers bâtiments. Donc, il commence à apprendre quelque chose, ça nous réconforte. Et avec cette séquence, on voit que le processus d'évolution de l'apprentissage, il est un peu chaotique, mais que l'essentiel est là. Avec notre modèle, on est capable de détecter les bâtiments qui sont bien à droite de l'image, les arbres qui sont également à droite de l'image, puis de temps en temps, il détecte des fenêtres dans le bâtiment quand même. Donc, ce qu'on a voulu vérifier, c'est que le modèle était capable d'apprendre. Donc finalement, on va terminer sur cette diapositive. Le modèle est capable d'apprendre à partir des données du Jack Annotator. Il cible quand même des objets qui nous intéressent, et ces objets-là, ils viennent uniquement du Jack Annotator. La base de données sur laquelle nous l'avons entraîné et dont on a vu le résultat, elle est issue des données, des annotations qu'on a fait en interne. Cette base de données contenait seulement 30 000 annotations, là où Coco en contient 1,5 million, ce qui peut expliquer légèrement les différences de performance en termes de qualité d'annotation. Aussi, il faut noter que les paramètres du réseau pour les entraînements ne sont pas forcément optimaux. En tout cas, on a décidé de garder ceux que Facebook nous fournissait par défaut pour juste vérifier que c'était bien le workflow du Jack Annotator qui fonctionnait proprement. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que si on changeait la structure du réseau de neurones qui était sous-jacent au masque RCNN, alors on obtenait des résultats différents. Et en plus de ça, on a été contraint de réduire la taille de nos images pour les faire fitter dans nos machines. Donc, tout ça, ça induit que de l'expérimentation doit être faite pour avoir un modèle qui est peut-être très bon, mais on est, s'il le faut, très très proche d'avoir un modèle très bon. Enfin, je voudrais qu'on termine en gardant à l'esprit qu'on est compatible avec le format de données Coco. Ce qui veut dire qu'on est compatible avec une des plus grosses bases de données qui existent dans le monde pour la détection d'objets et la segmentation sémantique. Ce qui veut dire qu'on sera compatible avec les futurs algorithmes qui sont en train d'être développés par les laboratoires et les universitaires. Et donc, on sera encore plus performant dans notre reconnaissance d'objets. Puis, juste, on va bientôt rendre le code du Jack Annotator public, et nous espérons par cette contribution voir l'apparition de nouveaux jeux de données annotés, bien sûr, qui attireront l'intérêt des chercheurs pour nous proposer des meilleurs algorithmes et donc de nouveaux challenges à résoudre. Et par ça, on espère qu'on va pouvoir créer de meilleurs services pour Jakarta. Et on verra bien ce qui se passe. Merci beaucoup. Oui. Oui, il suffit d'avoir des bases de données qui se rapportent et qui réfèrent le modèle en question. Pour les bandes fontaines, c'est une question, je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt, mais oui. Là où on a rencontré ce besoin-là, c'était pour détecter l'essence des arbres. Globalement, on est capable d'identifier un arbre dans une image. Si on est capable d'avoir son essence et c'est reconnaissable au travers de sa forme, de ses couleurs, alors si on entraîne notre modèle sur une base de données qui contient cette information-là, il y a de fortes chances qu'en sortie on soit capable de différencier l'essence des arbres. Donc si on est capable de le faire pour des arbres, on est capable de le faire pour des bornes fontaines et donc pour n'importe quel autre objet. Exactement, c'est la force des réseaux de neurones, c'est que plus on va pouvoir annoter et avoir une grosse base de données à lui faire apprendre, plus il va être capable de trouver des variabilités intra-classes. Donc il va être capable de dire, mais ça c'est un arbre, que je le vois dans ces conditions-là ou dans ces conditions-là. Et donc cette force d'abstraction, c'est pour ça qu'il explose littéralement, enfin que ces technologies-là explosent littéralement les performances des autres, parce que la machine est capable d'elle-même de trouver ces correspondances-là, qui sont assez dures à représenter physiquement, mathématiquement, sinon. Sans l'utilisation de points de contrôle, on les ajoute dans notre nuage de points, et la précision de la détection, on l'a vu, ça détourne au pixel près,
Donc quand on vient projeter ces pixels dans le nuage de points, la qualité finalement et la précision qui en sort, c'est la qualité du nuage de points. Si on applique des points de contrôle sur ce nuage de points, et qu'on l'a vu, il est quand même très très dense, ben on peut obtenir la précision au centimètre près, oui. Alors, c'est tout pour ici. Pour d'autres questions, allez rencontrer M. Nassal à son kiosque, peut-être. Oui. Merci à tous. Merci beaucoup.